Salut à tous et bienvenue dans cette dernière partie du hors-série spécial Tolkien. La dernière fois on a vu les deux seules œuvres qui ont été adaptées au cinéma et cette fois-ci il va falloir bien vous accrocher parce qu'on va voir le Silmarillion. Le Silmarillion est un livre racontant la genèse de la Terre du Milieu depuis sa création jusqu'à la guerre des Anneaux de Pouvoir. Il a été découpé en 5 parties et c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à falloir bien s'accrocher. Vous l'avez peut-être remarqué, mais dans l'univers de Tolkien et de la Terre du Milieu, tout tourne beaucoup autour des chansons. Que ce soit des chansons tristes, comme par exemple les nains, impatients de revoir Erebor, les chants des elfes, ou même le chant de Pipin dont on a parlé la dernière fois quand Faramir va se sacrifier, ou des chansons joyeuses comme les nains qui dansent autour de la table, ou les hobbits lors des fêtes dans leur village. Tout tourne énormément autour de la musique, et pour cause, c'est ainsi qu'a été créé le monde. Le monde dans lequel se passe le Seigneur des Anneaux ne s'appelle pas que la Terre du Milieu. À l'intérieur de la Terre du Milieu appartient à un plus grand ensemble qui s'appelle Arda, et ce plus grand ensemble appartient à un univers entier qui s'appelle Ea. Ea a été créé par Eru Ilúvatar, et c'est ce que le grand dieu de la Terre du Milieu, et c'est ce que nous raconte Elendil. La création des Ainur, qui sont des personnages très très importants, puis la création d'Ea en entier. Et le chapitre ne porte que sur ça, donc c'est une petite introduction au monde. La deuxième partie, le Valaquenta, a lieu pendant l'âge des lampes, c'est-à-dire le tout premier vrai âge de la Terre du Milieu, et le début de l'âge des arbres, le second âge. Alors, il y a d'autres âges qui s'appellent premier, deuxième et troisième âge, mais ceux-là sont avant, parce qu'on compte premier, deuxième et troisième, le temps où les elfes, les enfants d'Ilúvatar, sont en vie. Ceux-là ne comptent pas, ils sont la préparation d'Arda à leur arrivée. Le Valaquenta nous sert à présenter les différents personnages qu'on rencontrera, notamment les Ainur, qui sont responsables de la création d'Ea, accompagnés de Eru, qui l'ont donc créé en chantant. Donc les gentils, on va dire ça comme ça, mais aussi des méchants. C'est dans ce chapitre qu'on introduit directement ceux qui seront les ennemis pour toute la durée du livre. Le Quenta Silmarillion est le cœur du livre. Il se déroule pendant l'âge des arbres et le premier âge. Il raconte comment les elfes arrivent à s'unir, ou plutôt à se désunir totalement même, dans un but commun, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ça parle également beaucoup de fratricide et la difficulté vient de là. Beaucoup de personnes pensent que le Silmarillion pourrait être adapté, mais d'autres disent que non, et c'est impossible. Si une partie devrait être adaptée pour être au moins cohérente avec la suite, ce serait le Quenta Silmarillion. Le seul et unique problème, ce sont les ellipses temporelles à l'intérieur de cette période. Dans les 2 premiers chapitres, ou les 3, je ne sais plus trop, dans les 3 premiers chapitres du Quenta, qui est composé de 24 je crois, on parle d'abord du méchant qui s'est fait emprisonner, et le 4e raconte comment il s'est fait libérer, 300 ans après. Les ellipses temporelles comme ça sont assez embêtantes et seraient très très difficiles à adapter pour un film. Ce serait bien d'y adapter en une série, mais après vu le nombre de chapitres et de passages à faire, je crois que la série, il y aurait beaucoup trop de saisons en fait. Donc c'est pas possible et c'est très dommage parce que ça pourrait vraiment être quelque chose de super. La calabesse a lieu au 2e âge et raconte comment Sauron, en se laissant volontairement capturer par le roi Ar-Pharazôn, arrive à le manipuler pour provoquer la chute de Númenor, le plus puissant des royaumes hommes de l'époque.
la dernière partie, les anneaux de pouvoir et le troisième âge, sont pour moi à justement diviser en deux parties. D'un côté, les anneaux de pouvoir qui racontent la création des anneaux de pouvoir, c'est logique, qui a lieu au deuxième âge, avant la calabesse. C'est à ce moment-là que j'ai bugué un petit peu, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis, normalement, chronologiquement, ça se passe avant que Sauron arrive à Númenor, mais dans le bouquin, c'est présenté après. Et donc après le troisième âge, c'est pour résumer un peu en fait ce qui se passe dans le Seigneur des Anneaux, mais en tout petit. Et là je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, non mais attends, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et c'est normal, parce que la complication, c'est maintenant qu'elle arrive. Je vous préviens, accrochez-vous. Le Silmarillion raconte énormément d'histoires, et qui dit énormément d'histoires, dit énormément de personnages propres à ces histoires. Et énormément, je crois que c'est très très faible comme mot, étant donné qu'il y a plus de 200 personnages dans tout le bouquin. Donc j'ai regroupé ceux que je jugeais être les plus importants, et on va en parler maintenant. On va commencer par Eru Ilúvatar. Ilúvatar, c'est donc le grand dieu qui a créé Ea, donc si vous préférez appeler ça Arda. Donc c'est le grand dieu qui a décidé de créer le monde, mais il savait qu'il ne pouvait pas y arriver tout seul. Alors avant ça, il a créé 15 êtres puissants, les plus puissants de toute la création, 7 filles et 8 hommes. Puis il en a créé des centaines d'autres qui étaient beaucoup moins puissants, mais des centaines quand même. Ils le sont plus que les elfes, mais moins. Donc les premiers puissants, ce sont les Valar pour les hommes et les Valières pour les femmes. Et les autres, on appelle ça des Maillards. Pas de féminin, pas de masculin, ça se débrouille. Et ensemble, ils ont créé le monde. Seulement, à un moment, il y a l'un d'entre eux, le premier qui l'a créé, le 8e Valar, qui s'appelle Melkor, qui a dit un truc qui pour moi ressemblerait à... Non mais attends, je peux le faire moi, ce qu'il est en train de faire, je peux créer des choses, alors pourquoi est-ce que je serais obligée de lui obéir? Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression de voir cette scène. Et à vous! Regarde-moi! Je suis ton créateur! J'ai inventé la moindre conception du mot perfection! Je peux faire ou défaire dans un temps trop court pour que tu puisses ne serait-ce que le concevoir! La moindre particule d'air que tu respires! Je domine tout! Je suis l'omniscient de l'omniscience, l'inconscient de l'inconscience, le commencement de la finalité et le concret de l'inconcevable! Vous ne croyez pas en moi, mais vous n'êtes rien sans moi! Vos conceptions de politique sont mes conceptions de politique! Vos conceptions d'éducation sont mes conceptions d'éducation! Vous éduquez vos enfants selon mes règles! Vous vous conduisez selon mes lois! Pensez-vous réellement pouvoir vous sentir seul devant l'immensité? Bien sûr que non! Alors continuez de vous agenouiller, bande d'esclaves! Car vous n'êtes rien sans moi! Et toi, regarde ton créateur! Regarde-le dans les yeux et dis-lui ce qu'il représente pour toi! L'orgueil. L'orgueil. Voilà, pour moi c'est ce qu'a dit Eru à ce moment-là. Je suis pas trop attachée à ce personnage parce qu'il est extrêmement absent. Il sait tout ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il sait que son monde, ça va devenir un bordel pas possible. Mais pour s'amuser, puis j'en sais rien, poster ça sur le web, il décide de continuer avec ça alors qu'il sait très bien que tout va finir par s'autodétruire et que sa première œuvre va terminer aux chiottes. Je l'aime pas déjà de une pour ça. De deux parce que le mode c'est moi le créateur, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais tout, ça me gonfle. Je déteste les gens qui sont comme ça. Et ensuite c'est le mec le plus inactif de toute l'histoire de la Terre du Milieu. Non mais très sérieusement, il intervient une fois à Númenor et une autre fois pour Gandalf et c'est tout. C'est tout. C'est le dieu unique le plus inactif du monde. Sérieusement. Parlons maintenant des Ainur. On va d'abord commencer par les Valar. Le roi des Valar, c'est donc Manwë. Et si vous vous souvenez de tout à l'heure, enfin même pas il y a 2 secondes, quand je vous ai parlé de Númenor et d'Eru Ilúvatar, sachez qu'Eru ne serait pas intervenu à Númenor si Manwë, son fils donc, n'était pas intervenu pour lui demander. Manwë est le Valar qui est en charge des airs et c'est tout, de l'air en fait, du vent et des oiseaux. C'est donc lui qui a créé les aigles, enfin, qui est responsable des aigles, de Gandalf et d'Eonwë. Et Eonwë est un Maillar qu'on verra plus tard. Il est aussi très absent, mais il a un côté plus attachant au sens
où il est attaché aux elfes et il essaye de les protéger. Et ce qui le met au cœur du conflit, donc au cœur de l'histoire, c'est tout simplement le fait qu'il soit le petit frère de Melkor, donc le petit frère de Morgoth si vous préférez. Qu'il est partagé entre oui je dois sauver le monde, mais en même temps c'est mon grand frère de l'autre côté, donc je ne sais pas. C'est d'ailleurs lui qui le libérera au bout de ses 300 ans d'emprisonnement. C'est lui qui décide de libérer. Du coup, il a fait une énorme connerie. Mais il a quand même essayé. Il avait espoir. Espoir qui, hélas, lui sera ravi pour toujours. Lorsque Melkor va être vaincu pour de bon à la fin et qu'il promet un jour, je crois que c'est une vraie prophétie, qu'il va revenir pour redétruire le monde, il a été dit dans cette prophétie que Manwë sera obligé d'aller l'affronter. Et Manwë est pacifiste. Il ne veut pas affronter son frère et c'est quelque chose pour moi qui l'a rendu très attachant, c'est ce besoin, c'est cet amour qu'il donne mais qui ne lui est pas rendu. Il aime son frère le déteste. Ensuite nous avons Aule, j'espère que je prononce bien son nom, j'ai jamais été vraiment sûre. Aule est le Valar forgeron et si je l'ai mis ici c'est pour deux raisons. La première c'est parce qu'il était responsable à la base d'un Maya qui va bouleverser toute la Terre du Milieu, voire même de deux Mayas. Et ensuite, c'est parce qu'il s'agit du créateur des 7 premiers nains, donc des 7 pères nains. Alors, à la base, les nains n'étaient pas prévus dans la vision globale du monde de Eru Ilúvatar. C'est pour ça que quand il s'en est rendu compte, Ilúvatar lui a demandé de détruire les nains. Et puis, finalement, quand Aule était en train de le faire, Ilúvatar il a sorti quelque chose qui ressemblait à ça. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. C'était juste pour voir s'il était chiche. Voilà, je vous laisse deviner ma réaction. Déjà que je l'aimais pas, mais alors là, vraiment, c'est va te faire voir le dieu unique là, c'est connard. Non, sinon il n'a pas d'autre raison d'être là, c'est juste qu'il faut le retenir parce qu'il était responsable de deux des Maillars qui ont provoqué la chute pratiquement de la Terre du Milieu tout entière. Le dernier Valar important, c'est Namo, qu'on pourrait aussi appeler Mendos, dû au lieu où il travaille. Et vraiment, travail, c'est le mot qu'il faut utiliser, puisque Mendos est en charge des âmes des morts. Bon, alors, il y en a beaucoup, des autres Valar, mais je les ai pas mis parce que vraiment, ils sont pas très importants. Et surtout, si j'ai décidé de placer Mendos plutôt que son frère Irmo ou Ulmo qui est responsable de l'eau et Irmo qui est responsable des rêves, c'est parce que Mendos est tout simplement celui qui voit l'avenir. En fait, Mendos, c'est celui qui construit les prophéties. C'est celui qui a vu la prophétie comme quoi Melkor allait revenir. C'est celui qui a vu la prophétie sur le bordel avec les Silmarils de Fëanor. On reviendra après sur les Silmarils et Fëanor. C'est lui qui a tout vu. Il est au courant de tout et il est impossible de l'émouvoir. Il y en a une qui a réussi. Et merci à elle, franchement, parce que juste pour ce que ça apporte à la suite, merci beaucoup. Donc je l'ai juste mis ici parce qu'en fait, il sait tout, mais il ne dit jamais rien. Et inutile de vous préciser que, bien sûr et bien entendu, il était contre le fait que Melkor soit libéré, parce que c'est lui qui était chargé de son emprisonnement dans ces halls, les halls de Mendos. C'est là-bas que vont les âmes des morts, donc des elfes pour qui il est temps de partir, ou des hommes. Et puis c'est là que Melkor a été emprisonné pendant les 300 ans. Et donc quand Manwë a décidé de le libérer, bien sûr, lui, il n'était pas d'accord. En fait, personne à part Manwë ne voulait le libérer. Mais Manwë, c'est le roi, donc on l'écoute. Et bon. Sinon, Mendos n'a pas d'autre utilité, il n'a rien créé, il n'est responsable d'absolument rien, si ce n'est qu'il voit tout, mais qu'il dit rien, ce sale con. Maintenant parlons des Valières, les femmes des Valar. La seule qui reste célibataire d'ailleurs c'est Nienna, la sœur de Mandos justement, qui est chargée de la peine. En fait c'est un petit peu c'est celle qui est responsable du deuil, parce qu'elle chiale tout le temps, mais sans déconner. J'aurais pu la mettre dans le classement, mais j'ai préféré ne mettre que Varda et Yavanna. La première parce qu'elle a foutu le plus gros râteau du monde à Melkor, je crois que personne n'a fait ça, c'est-à-dire qu'il est venu, il lui a demandé d'être sa femme, et ben en fait il s'avère qu'elle sortait avec son frère. Bon du coup ça a foiré. Et Yavanna, qui est Dame Nature, que j'ai mis ici parce qu'elle a créé donc la faune et la flore de la Terre du Milieu, faune et flore que Melkor s'est amusé à transformer pour faire naître des créatures absolument hideuses. Bon, Varda est aussi responsable des étoiles. Et j'aurais également pu mettre Nienna, parce que c'est elle qui, avec toute la destruction et avec tout ce qu'a fait Melkor, qui a le plus ressenti de tristesse. Et je crois qu'il était dit que ses larmes auraient pu faire un océan tellement elle a pleuré.
Non mais la plus importante de toutes, comme Manwë, reste quand même Varda, vu que justement de une c'est sa femme, et de deux, si on associe les deux, on obtient, je crois, soit le meilleur, soit le pire combo, ça dépend de quel côté vous vous placez. En gros, hein, il est écrit mais clairement dans le bouquin que si Manwë s'assoit sur son trône et que Varda est à ses côtés, il verra tout. C'est-à-dire qu'il verra par-delà les ténèbres et qu'il réussira à voir ce qui se passe dans la forteresse de Melkor. Et que Varda, si Manwë est près d'elle, entendra tout et n'importe quoi. Je vous laisse imaginer ce que ça doit donner quand on écrit une fanfic yaoi. Juste imaginez. Moi personnellement, je trouve la situation extrêmement drôle. Continuons sur les Ainur avec les Maillards. Donc il y a énormément de Maillards comme je vous l'ai dit, contrairement aux Valar qui ont un nombre défini de 15. Les Maillards sont une infinité, seuls quelques-uns sont pourtant retenus. Le premier, qui est pas très présent mais qu'on retient plus parce qu'il y aurait peut-être une potentielle affaire de jalousie, c'est Eonwë, le Maillat chef de Manwë, qui est donc chargé de la bataille. Alors, il n'est pas très important dans l'histoire, c'est ce que je vous dis, mais si on le retient plus, c'est plus par une histoire de jalousie, étant donné qu'il aurait été possible que ce très cher Eonwë soit très attaché à Sauron, et on sait tout ce qui lui est arrivé à Sauron. Juste là-dessus. Et aussi parce qu'à la fin, lorsque Melkor s'est fait capturer pour être jeté définitivement dans le vide, ce serait lui qui aurait vu Sauron et qui lui aurait demandé de revenir à Valinor. Valinor, c'est l'île des Valar. Donc je vous laisse deviner là aussi ce que Sauron lui a fait comme geste, très amical. Mais vraiment, l'histoire de jalousie m'avait beaucoup fait rire, rien que de penser à la scène. Le prochain personnage est une Maillat, et je précise bien une. Il s'agit de Melian, une Maillat au service normalement de Varda, et de Esté, la femme de Mandos, de la tisseuse. Melian, à la base, est totalement normale, et en fait, on ne connaît pas réellement l'étendue de ses pouvoirs, si ce n'est que lorsque les elfes seront réveillés, elle se rendra en Terre du Milieu et tombera amoureux de Elwë et Uthingol, l'un des tout premiers elfes en réalité. Ils fonderont un royaume qu'elle protégera grâce à ses pouvoirs, et ils auront ensemble une fille, la première hybride de la Terre du Milieu, Lúthien. Lorsque Thingol se fera vaincre, d'ailleurs, sera mort définitivement, Melian partira et rentrera à Valinor, trop triste. Elle laissera donc son royaume Doriath en deuil et sans protection face aux forces de Melkor. Et c'est toute son utilité, ça ne sert qu'à ça. C'est elle qui a inventé le lambas. Vous savez, c'est ces rations de nourriture que t'en manges une miette et puis finalement t'as de la bouffe pour 3 semaines. Et maintenant tir groupé sur 2 Maillards, Curumo et Olorin. Curumo était le Maillat important dont je vous parlais tout à l'heure pour Aulë, et Olorin est un Maillat de Manwë. Et eux, si je vous dis qu'on fait un tir groupé et que ça prendra pas longtemps, c'est pour la simple et bonne raison qu'on les connaît déjà, mais sous un autre nom. Curumo, si vous préférez, on le connaît sous le prénom de Saruman, et Olorin sous le nom de Gandalf. Et oui, ce sont les 2 Istari les plus importants qu'on retrouve dans ce bouquin pour 5 secondes. Je ne sais même pas si on les prononce leur nom, en fait, c'est juste histoire que vous ayez la connaissance de savoir que à la base Saruman était un compatriote de Sauron. C'était l'explication dont je vous parlais la dernière fois sur pourquoi est-ce qu'ils se sont ralliés l'un à l'autre. Donc Curumo et Saruman étaient un compatriote de Sauron et travaillaient à la forge avec lui, et Olorin était un Maillat de Manwë, d'où sa facilité à invoquer les aigles. Maintenant vous avez peut-être plus de facilité à comprendre, alors si j'entends encore une seule personne dire que si Gandalf pouvait invoquer les aigles, il avait qu'à le faire, sachez que les aigles ils arrivent pas quand tu claques des doigts. Bien, maintenant voyons les elfes, et c'est à partir de là qu'il va falloir bien s'accrocher. D'abord, du côté des Noldor, nous avons Fëanor et Fingolfin, qui sont tous deux fils de Finwë. Finwë était au roi des Noldor. Il a d'abord eu une première femme, Míriel, qui a accouché de Fëanor. Mais elle était tellement fatiguée après son accouchement qu'elle est partie mourir plutôt que de vouloir garder son enfant. Je vous jure que c'est pas une blague. Et Finwë s'est peu de temps après remariée avec, il me semble qu'elle s'appelle Indis, avec laquelle il a eu donc Fingolfin et un autre enfant, Finrafin. Seulement, toujours attaché à sa femme, Finwë préférerait 100 fois Fëanor aux autres de ses enfants, ce qui a conduit Fëanor à devenir une sorte de prince pourri gâté.
Et d'ailleurs, Fëanor est le principal coupable de tout ce qui se passe en Terre du Milieu, y compris, et ça c'est par procuration par contre, des anneaux de pouvoir. Fëanor, quand il a grandi, s'est marié avec Nerdanel, je crois qu'elle s'appelle, un truc comme ça, avec laquelle il a eu 7 fils, dont je ne me souviens absolument plus du nom. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle le premier s'appelle Maedhros, le deuxième Maglor, le troisième c'est Kelegrom il me semble, Carantyr, Curufin, et les deux derniers j'arrive jamais à articuler leur prénom, mais il s'agit de deux jumeaux. Donc bon, jusque là c'est normal. De son côté, Fingolfin aussi a eu des enfants, le principal étant Fingon, et leur autre frère, donc Finrafin, a eu d'autres enfants dont la principale est Galadriel. Et Galadriel, il va falloir que j'en parle un petit peu quand même si on en a déjà parlé la dernière fois. Donc Fëanor était un forgeron, et il passait beaucoup de temps aux forges, et c'est dans ces forges qu'il a créé sa plus belle œuvre, mais également sa plus destructrice, les Silmarils. Les Silmarils, ce sont 3 pierres qui dégagent une énorme puissance et dont à peu près tout le monde essaye de s'en emparer. C'est ce que Melkor réussira à faire en tuant Finwë par la même occasion et en détruisant les 2 arbres de Valinor. Suite à ça, l'intégralité des Noldor, Fëanor compris, va jurer d'aller les récupérer et de se venger. Et là, il se passe 2 choses. De une, il massacre le peuple des Teleri, qui sont un de leurs peuples voisins, un grand ami, pour pouvoir récupérer leur bateau. Fëanor et ses fils y passent en premier, et une fois qu'ils sont là-bas, Fëanor décide de brûler les bateaux pour empêcher son demi-frère d'accéder à la Terre du Milieu librement. Ce qui poussera son demi-frère, justement, et ainsi que le reste de leur clan, à devoir passer par un terrible désert de glace, dont peu de personnes arrivaient à ressortir en vie. Le voyage a pris de nombreuses années, c'était très long, et par la même occasion, ils se sont fait tous maudire par les Valar. C'est cool, hein? Fëanor avait également un autre projet, mais ça je n'ai pas compris. Vous vous souvenez quand Galadriel donne ses cheveux à Gimli dans Le Seigneur des Anneaux? Et bien, en fait, il se trouve que ses cheveux sont magiques et que Fëanor en voulait. Alors je ne me souviens absolument pas pourquoi est-ce que... Enfin, si je sais pourquoi est-ce qu'elle ne lui a pas donné parce qu'elle ne l'aime pas, mais je ne me souviens absolument plus quelles sont leurs propriétés. Je crois qu'ils sont... Enfin, c'est l'équivalent des cheveux fluorescents. Je crois, je suis plus sûre du tout. Donc Fëanor arrive en Terre du Milieu pour récupérer ses Silmarils, seulement Melkor, lui, il n'est pas d'accord avec ça, et il envoie Guthmog, son Balrog, le tuer. Et oui, il va mourir en se faisant écraser. Mais juste avant ça, il fera en sorte quand même que ses fils prêtent serment de ne jamais renoncer, ce qui va tous les mener sur une pente extrêmement douloureuse de la mort. De son côté, Fingolfin, lorsqu'il arrive en Terre du Milieu et apprend la mort de son frère, décide d'aller affronter Melkor pour une raison qui m'échappe, et mourra en se faisant écraser, mais non sans avoir réussi à enfoncer son épée dans le pied du Valar. C'est une grande réussite, croyez-moi. Ces deux-là sont intéressants. Bon, déjà de une, Fëanor est un élément de crevard et c'est à peu près l'ennemi principal de tout le machin, même si pas exactement. Et leur relation ressemble un petit peu à celle qu'a Melkor avec Manwë, avec l'aîné qui déteste son cadet, mais le cadet qui essaye d'être digne, on va dire, de l'amour de son grand frère. Oui, parce que Fingolfin n'a rien contre Fëanor, c'est Fëanor qui a quelque chose contre lui. Et c'est très triste de savoir que Fëanor aurait pu se conduire en bon grand frère plutôt qu'en immonde crétin. Maedhros et Fingon, pour leur part, sont donc demi-cousins, étant donné qu'ils sont fils respectivement de Fëanor et de Fingolfin. Ils n'ont rien l'un contre l'autre, pour dire, lorsqu'ils étaient à Valinor, ils étaient même meilleurs amis. Et Maedhros a plutôt demandé à son père à ce que les bateaux des Teleri soient renvoyés pour aller justement chercher Fingon, en qui il avait une énorme confiance. Bon, alors, ce que j'ai pas raconté tout à l'heure, c'est que pendant l'Aqualonde, donc le moment où les Teleri se sont fait massacrer, Fëanor a décidé, plutôt que de renvoyer les bateaux, de les brûler. Et d'ailleurs, en faisant ça, il a failli brûler un de ses 2 jumeaux. Quand je vous disais qu'il n'était pas très attentif niveau paternité. En gros, ils étaient très très amis, et Maedhros a commencé à se sentir coupable de ce qu'il faisait à partir de ce moment-là. Ça et le meurtre de Teleri, ça l'a bien terminé. Le problème, c'est qu'à la mort de son père, Maedhros, qui avait juré serment comme les autres, a dû reprendre le trône. C'est normal, c'est l'aîné de la lignée, tu fais ce qu'on dit. Un jour, Melkor fait croire qu'il veut rendre un Silmaril. Bon, du coup, Maedhros, qui est un petit peu con, se dit que c'est une bonne idée et il va, il se fait attraper par des orques et se fait traîner à Angband, la forteresse de Melkor. Il y restera enfermé des années où il sera torturé, et Dieu sait encore quoi comme terme de torture. Il finira par servir de jouet à Sauron, et lorsque Sauron en sera totalement lassé, Melkor l'accrochera au sommet du Tangorodrim, une des 3 montagnes qu'il y a derrière sa forteresse, où il y restera suspendu des années, jusqu'à ce que Fingon, justement, ayant traversé le désert de glace avec sa famille,
arrive et le sauve. Suite à quoi d'ailleurs, Maedhros lui laissera le trône des Noldor parce qu'il est fatigué. Maedhros ensuite, je crois qu'il va s'exclure dans une ville qu'il aura lui-même construite, avec quelques-uns de ses hommes qui lui seront restés fidèles. Et à partir de ce moment-là, il ne fait plus grand-chose en Terre du Milieu, il réinterviendra mais beaucoup plus tard pour récupérer un Silmaril. Il va participer à des combats bien sûr, notamment un où il verra Fingon mourir sous ses yeux, c'est très agréable. Mais en gros, lorsqu'ils doivent récupérer un des Silmarils, ils y vont tous ensemble, tous les frères ensemble réunis, ils massacrent le peuple de Doriath. Et finalement, ne reste qu'en vie plus que lui et son jeune frère Maglor. Quand ils auront récupéré les Silmarils à la toute fin, mais vraiment toute fin de la guerre, ils deviendront tous les deux fous. Autant Maglor sera un peu plus posé et Maedhros deviendra fou et donc se jettera dans une crevasse. Une crevasse, c'est ce qu'il y a écrit. En fait, il se jette dans un volcan avec le Silmaril et meurt comme ça. On va pas étudier Maglor et Finrod ensemble parce qu'ils n'ont presque aucun point commun. Et surtout qu'ils se sont parlé à mon avis très peu. Mais on va commencer par Maglor et on finira par Finrod parce que j'aime bien faire l'inverse et mourir et terminer avec des trucs pas classe. Maglor, donc le jeune frère de Maedhros, était quelqu'un de très simple. Lors de l'Aqualande, d'ailleurs, il était du côté de son frère et a refusé de brûler les bateaux. C'est tout à son honneur. En Terre du Milieu, ensuite, il est assez calme et on en reparle surtout quand intervient le génocide du peuple de Doriath, où il sera certainement celui qui aura le plus de pitié. Agacé par le serment de Fëanor, il accepte de recueillir deux jeunes semi-elfes, de 6 ans à peine pour les élever, trouvant que ce serait cruel de les tuer déjà qu'ils auront arraché leur famille. Et c'est ce que je trouve louable de son point de vue, c'est-à-dire qu'il les aime et il se fera quand même aimer en retour, alors que plus personne en cette période n'aime les fils de Fëanor. Lorsqu'il vole les Silmarils, c'est uniquement parce que Maedhros l'a convaincu de le faire. Et d'ailleurs, il sera le seul de toute la famille à ne pas mourir, étant donné qu'il va jeter le Silmaril dans l'eau pour que plus personne ne soit confronté à l'horrible puissance et à la destruction même que ça peut semer. À la base, la famille de Fëanor est une famille très bien et il a suffi qu'interviennent les Silmarils pour que tout se barre totalement en couille. Donc je comprends ce qu'il a fait, c'était très louable et ensuite il a cherché le pardon de ses actes dans l'errance en fait, et c'est très très bien qu'il ait fait ça. Alors pour Finrod, j'ai encore moins de choses à dire que sur Maglor, je le place juste ici parce que... Bon alors, Finrod est un des frères de Galadriel déjà. Ensuite, je le place ici parce que j'ai trouvé la façon dont il est mort, bon alors pas très très classe, mais je le mets ici juste parce qu'il rappelle encore une fois justement que la Terre du Milieu a été créée en chantant. À une période, Sauron a pris possession d'une île qui s'appelle le Sirion, près du fleuve Sirion, donc Tol Sirion. Il en a pris possession et il s'est installé là-bas avec des bataillons d'orques. Et donc pour reprendre un des Silmarils, parce que c'était la mission de l'humain qui l'accompagnait, il a accepté de se déguiser en orque pour y aller. Donc Sauron du haut de sa tour les a vus, et au moment où il les a vus, Finrod a sorti sa harpe et a chanté. Et s'est engagé une bataille musicale que Sauron a gagné. Après je sais pas pourquoi, et là je me suis posé une question, Sauron les a mis à Walp devant lui, ça, littéralement il les a mis nus, et il les a regardés avant de les jeter dans un cachot, et finalement, même dans un puits je crois, et finalement Finrod se sacrifiera pour sauver l'homme qui devait ramener un des Silmarils, et j'ai trouvé que c'était une mort très très digne, étant donné que même je sais pas, quelques années avant, il soutenait beaucoup le peuple des hommes, donc j'ai trouvé que c'était une belle façon de mourir, et surtout quelque chose de très louable. C'est probablement un des membres de la famille les plus dignes. Tout à l'heure, en évoquant Melian, j'ai un petit peu parlé de Thingol, qui est son mari. Donc Thingol est un roi des elfes qui s'apparenterait à un membre de la famille du roi Thranduil. Ouais, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça pourrait. Et Thingol donc a épousé Melian, avec qui il a eu un enfant, Luthien, et ils ont ensemble construit la ville de Doriath, qu'ils ont ensuite protégée grâce au pouvoir de Melian. Thingol est celui qui a dit à Beren, donc l'homme qui était avec Finrod lorsqu'ils se sont introduits à Tol Sirion,
C'est lui qui lui a demandé, pour lui accorder la main de sa fille, d'aller chercher un des Silmarils. Bien sûr et bien entendu, il s'attendait absolument à ce que ça échoue. Bon, ça a réussi, mais il est mort suite à ça. Beren est mort suite à ça. Du coup, lui, il s'en foutait totalement, et il a décidé, enfin, il y a quand même sa fille qui est partie, Lucienne, qui est partie pour le retrouver, pour retrouver Beren, et qui du coup a amadoué Mandos, et ils sont revenus tous les deux en Terre du Milieu, sains et saufs. En tant qu'humain, mais sain et sauf. Et du coup, Thingol, de son côté, a décidé de se faire je crois que c'est un collier avec le Silmaril qu'il a demandé de faire faire aux nains, sauf que le Silmaril exerçait son pouvoir noir. Du coup, les nains le voulaient le récupérer aussi, et Thingol n'était pas d'accord, ils se sont entretués, et c'est au moment où Thingol est mort à ce moment-là que Melian est partie. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur Thingol et Luthien. Ensuite, Elendil, Elendil, c'est le père d'Elrond et d'Elros, donc Elros étant le grand frère, le jumeau de Elrond. Il est connu pour avoir récupéré justement le Silmaril de Thingol, qui était un des membres de sa famille, un ancêtre, et de l'avoir apporté devant les Valar, pour demander leur aide. Donc il l'a apporté en tant que preuve de sa loyauté, et les Valar l'ont gardé juste après. Ils l'ont fait revenir en Terre du Milieu, ils ont accepté ça, et il est allé tuer ensuite Anne-Cagalon le Noir, le plus grand dragon qui ait jamais existé en Terre du Milieu. Donc bien sûr, son histoire pour Elendil s'arrête là, et Elrond et Elros, ce sont les deux enfants qui ont été adoptés par Maglor lorsqu'a été pris leur... Je crois que c'est une maison qu'il y avait près de Sirion, et c'était une sorte de refuge. Lorsqu'a été envahi leur refuge près de Sirion, lorsque les fils de Fëanor voulaient récupérer le Silmaril, ce sont les deux seuls qui ont survécu, et Maglor les a élevés comme ses enfants, et il le rendait bien, puisqu'il paraîtrait qu'ils auraient peut-être appelé Maglor papa de temps en temps, et que Maglor, lors de son temps en Terre du Milieu, serait venu se réfugier à Imladris plusieurs fois. Je vous ai déjà parlé de Beren, donc je ne vais pas revenir dessus, étant donné que toute son histoire finalement ne se résume qu'au fait qu'il ait épousé Lucienne, qu'il ait dû voler un Silmaril de Melkor pour le faire, et qu'il ait vaincu Karkaroth, le plus gros des wargs, et que ça lui a coûté la vie. Non, je vais plutôt vous parler d'une autre dynastie qui est la famille de Turin et Urin. Donc Urin, le père, était un homme très très louable, et s'est un jour fait capturer par Melkor alors qu'il était en mission. Melkor, désireux de se venger, a décidé de le poser au-dessous du Tangorodrim, où il adore faire ça, et de l'obliger à regarder la dégénérescence de sa famille. Donc sa femme, Morwen, a commencé à tomber dans une espèce de dépression. Son fils, Turin, ne se portait pas mieux, et sa fille, Nienor, n'était pas mieux non plus. Ils se sont tous séparés, donc, et au bout d'un moment, Turin s'est fait attaquer par Glorong, le père de tous les dragons, pas le plus gros dragon qui existait, ça c'était un Cagalon. Il s'est fait attaquer donc par Glorong, qui lui a fait oublier qui il était. Glorong a fait la même chose quelques temps plus tard, ou alors il l'a fait avant, je sais plus trop, avec Nienor. Du coup, quand Nienor et Turin se sont retrouvés, ils avaient oublié l'un et l'autre qu'ils étaient sœurs, qu'ils étaient frères et sœurs, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont mariés. Et qui dit mariage, à ce moment-là, dit essayer de faire un bébé. Et Urin a assisté à tout ça depuis sa chaise sur le Tangorodrim. Et une fois que Glorong est revenu et a été tué par Turin, et que Nienor l'a retrouvé juste avant qu'il meure, il en a profité justement pour leur dire « Ah oui, en fait, vous étiez frères et sœurs, allez, bonne chance !» Donc Turin va mourir, Nienor également, et lorsque Melkor a vu que finalement leur histoire était finie, ce qu'il a décidé de faire, c'est il a détaché le père, donc il a détaché Urin, et il l'a renvoyé en Terre du Milieu. Donc, Urin s'est baladé et il a tué un pauvre nain qui n'avait rien demandé. Urin était presque dépressif à ce moment-là. Il a fait quelques heures, voire jours de marche pour retrouver sa femme, et finalement sa femme, qui avait vieilli, était morte également. La tristesse de la famille. Et voilà un homme que j'ai décidé de mettre à part, histoire de pouvoir en parler quand même séparément quelque temps. Ar Pharazôn, le roi de Númenor.
On va commencer par la base avec celui-là. Hein. Je rappelle, Númenor a été fondé par Tar Miniature, donc qui est Elros, le frère d'Elrond. Et Elros a préféré choisir l'humanité que plutôt l'immortalité des elfes, quand les Valar leur ont proposé le choix. Donc, Elros a eu plusieurs enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants, et Ar-Pharazôn est très bas dans la lignée par rapport aux autres, hein. C'est-à-dire qu'il est très jeune, enfin c'est un des derniers descendants d'Elros, et il est connu pour avoir notamment épousé sa cousine. Oui, le trône était retenu par son oncle donc, hein, et pour pouvoir l'avoir à la mort de celui-ci, il a décidé d'épouser sa cousine alors que c'était interdit par les lois. Déjà c'est bien. Ensuite il l'a probablement trompée. Oui, c'est bien aussi. Et ensuite, il s'est cru tellement puissant le jour où il avait ramené Sauron, je rappelle que Sauron a fait ça volontairement, quand il a ramené Sauron à Númenor, qu'il s'est dit qu'il pouvait tout faire. Il était tellement débile que Sauron a réussi à le manipuler, à lui faire croire que les Valar leur avaient menti et que Melkor c'était le bien. L'imbécilité. Donc du coup, Ar-Pharazôn va se consacrer à un grand culte de Melkor pendant des années, et puis finalement un jour Sauron il va dire ce qu'il faut faire pour que tout s'arrête, c'est de tuer les Valar. Et du coup lui qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il accepte. Et du coup qu'est-ce que les Valar ils font? Eh ben ils se plaignent, en tout cas surtout Manwë qui recevant une prière de Tarmiriel, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la femme d'Ar-Pharazôn, appelle Eru et c'est là que Eru va submerger l'île. Et Sauron s'en échappait de peu. Pour résumer, Ar-Pharazôn a épousé sa cousine juste par avidité pour avoir le trône. Il a capturé Sauron et s'est cru tellement puissant qu'il a dû lui faire des choses dégueulasses. Il s'est également fait bien arnaquer sur le plan de divinité au point de croire un homme qu'on vous avait pourtant dit qu'il fallait surtout pas le croire. Et il a condamné tout son peuple, car peu s'en sont sortis à Númenor, il a condamné tout son peuple à mourir dans sa folie. Super, même Fëanor avait pas fait aussi gros. Et maintenant voyons les ennemis. On va faire un tir groupé sur les deux plus gros méchants car l'un ne va pas sans l'autre, Morgoth et Sauron. Sauron était à la base un Maia tout à fait normal qui avait pour nom Méron. On le surnommait d'ailleurs l'Admirable car ses travaux étaient magnifiques. Il était le chef des forges d'Aulë, le Valar forgeron. Un jour, Melkor arrive et ses idées emballent tout de suite le Maillard qui aspire à beaucoup de liberté. Méron deviendra alors Sauron, son plus puissant lieutenant. Peu de choses sont racontées après et ça tourne surtout autour de Melkor qui a pas envie que les enfants d'Ilúvatar arrivent pour souiller, pour ce qu'il estime en tout cas, être souillés à Arda. Du coup il va détruire les lampes, essayer de détruire les arbres à plusieurs moments. En fait il va tout faire pour empêcher leur naissance. C'est ce qui va faire que les Valar vont se lever et vont essayer de l'arrêter et l'emprisonner pendant 300 ans. Ensuite, ils le libéreront, puis il volera les Silmarils, génial. Mais avant ça, quand même, les Valar ont détruit les deux forteresses qu'avait construit Melkor, qui sont donc Utumno et Angband. Le seul problème, c'est qu'ils avaient mal détruit Angband et Sauron s'était installé là-bas pour rassembler l'armée. Du coup, quand Melkor est revenu avec les Silmarils, l'armée était prête à attaquer. Bravo, c'est bien de vérifier ce que vous faites, les Valar. Donc, après avoir ramené les Silmarils, déjà, Melkor a commencé à être beaucoup plus, on va utiliser le mot distinct, et beaucoup plus froid, car il avait maintenant il était devenu mortel. Son corps était mortel, alors qu'avant il ne l'avait pas, et il devient le premier Vala à connaître la peur. Et lorsqu'il arrive une fois encore le dernier combat, qui s'appelle la guerre de la colère, je crois, et bien, Sauron sera également encore une fois le seul à s'en sortir, pendant que son maître, lui, se fera couper les pieds, traîné à Valinor, puis sera jeté dans le vide. Mais par contre, c'était peut-être un choix que Melkor lui aurait demandé de rester en arrière pour continuer et le libérer du vide, étant donné que juste après, Melkor a fait la promesse de Dagor Dagorath. Sauron tout seul a ensuite séduit les elfes, en particulier Celebrimbor, un des descendants de Fëanor, pour pouvoir construire les anneaux de pouvoir. Celebrimbor s'apercevant qu'il s'est fait tromper les cachera, enfin l'histoire des anneaux de pouvoir normalement on la connaît. Celebrimbor terminera empalé sur un pic pour avoir caché les anneaux. Arrive ensuite Númenor que je vous ai raconté il y a 2 minutes.
Et pour finir, il y a la dernière alliance et la guerre oui, c'est ça, la guerre de l'anneau, la dernière alliance, puis le Seigneur des Anneaux, rien de compliqué. Et lorsque son maître reviendra à Dagor Dagorath, Sauron sera avec lui et assistera à la destruction du monde, à l'instar de toutes les autres créatures. Internet, blablabla, magie, blablabla, fan couple. Bon, je vous l'ai dit au moins 4 fois ça. Du coup, on va revenir juste maintenant sur mes fan couples préférés. Donc, on va commencer par le Roussingon. C'est Maedhroth X Fingon. Mais j'accepte ce couple. Enfin, on va dire que je préfère quand c'est Fingon qui est au-dessus et Maedhroth qui est en dessous. Juste parce qu'à mon compte, les fils de Fëanor sont tous des gros soumis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont amis. Puis surtout, Maedhroth doit sa vie à Fingon, montrant que Fingon est parfois plus viril que lui, donc bon, c'est un peu compliqué. Ensuite, dans ce bouquin, surtout ce qu'il y a de bien quand tu vas voir sur les fanfictions, c'est que tu peux avoir Fëanor avec n'importe qui, mais vraiment n'importe qui, hein. C'est-à-dire qu'il me semble pas avoir vu un seul pairing avec lequel Fëanor ne serait pas... dans lequel il n'y aurait pas Fëanor en fait, c'est ça qui est assez étrange, comme c'est le personnage central, il s'en prend plein le cul, c'est le cas de le lire du coup. Et bon, il y en a certaines, ça va, mais il y en a certains autres, genre avec son père ou avec ses demi-frères. Genre... On va fixer. Le Roussingon, ça peut être accepté parce que dans les règles, même dans notre monde, hein, dans les règles incestueuses, normalement, demi-cousin, ça passe, vous voyez. Mais demi-frères, ça ne passe pas. Ils sont pas censés le faire, donc ça, c'est de l'inceste. C'est ce que nous apprend ce bouquin d'ailleurs, que l'inceste c'est bien, hein, on dirait Game of Thrones à certains moments. Et mon couple préféré, c'est donc le Hangbang. C'était dans le titre d'une de mes anciennes vidéos, vous l'avez vu normalement. Le Hangbang, c'est Melkor et Méron, du coup, qui se seraient ensemble. Et pour répondre à une polémique que j'ai vue il y a pas longtemps sur Tumblr, je ne prétends pas que Sauron dans ce couple serait une sorte de victime. Il y a certaines personnes qui disent que Sauron aurait fait tout ce qu'il a fait en Terre du Milieu parce qu'il était sous l'emprise d'un sort. Ce qui est faux, à mon sens. S'il a accepté de rejoindre Melkor, c'est parce qu'il avait envie de partager ses idées et de rendre le monde que Melkor voulait réel. Après, est-ce qu'ils étaient vraiment ensemble ou pas? Ça, on n'en sait rien, mais certains... Ouais, enfin, il y a certains trucs quand même qui tendent à dire que oui et d'autres qui tendent à dire plutôt que non. Mais bon, je veux pas dire, mais même dans le livre, quoi, quand il a perdu Sirion, n'importe quelle autre personne se serait fait tuer pour ça. Pourquoi est-ce que Melkor n'a rien reproché à Méron? Vous voyez, il y a là. Puis on peut pas dire, c'est qu'il est pas moche quand même non plus. Sauron, non, ce couple est très très mignon. Moi, j'apprécie beaucoup juste le fait que les deux seigneurs noirs pourraient être méchant, mais tout de même, et puis ça, du coup, ça rendrait encore ce que Sauron a fait encore plus légitime, vu que dans ces cas-là, ce serait qu'il voudrait poursuivre le rêve de son amant, ce qui en ferait une sorte de veuf. Donc l'un dans l'autre, c'est pas mal. Bon, cette vidéo est déjà très longue et comme je ne vais pas avoir le temps de continuer à développer certains personnages qui pourtant le mériteraient, voici le lien vers 4 petites vidéos qui reprennent chacun un personnage, soit qu'on a déjà évoqué dans cette vidéo, soit qui ne l'a pas encore été, et qui raconte toute son histoire, pas vraiment en détail, mais qui raconte ce qu'il y a à savoir en général. Donc vous pouvez toutes les regarder, certaines sont des compléments et d'autres des inédites. Et pour voir si vous avez bien suivi, surtout... Je vous demande, pour ceux qui ont envie de s'imposer un petit défi, de me refaire en commentaire l'intégralité de l'arbre généalogique des elfes Noldor que j'ai dressé plus tôt. On va voir si vous en sortez. Bon, pour ma part, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine tout le monde.